Un soir de l'été dernier, chez la baronne de Mascrany, une des femmes de Paris qui aime le plus l'esprit comme on en avait autrefois, et qui ouvre les 2 battants de son salon, un seul suffirait, au peu qui en reste parmi nous. Est-ce que dernièrement l'esprit ne s'est pas changé en une bête à prétention qu'on appelle l'intelligence? Je ne sais pas de quel point on était parti pour arriver là, mais quand j'entrais, on parlait roman. Le roman, mais c'est de l'histoire, toujours plus ou moins des faits souvenus, modifiés, arrangés selon l'imagination, mais restant dans la vérité de la nature. Du reste, il fallait qu'on eût déjà beaucoup causé sur ce sujet, car les visages avaient cette intensité de physionomie qui dénote un intérêt pendant longtemps excité. Les plus beaux romans de la vie sont les réalités qu'on a touchées du coude ou même du pied en passant. J'ai vu dans mon adolescence. Non, vu, ce n'est pas le mot. J'ai deviné, pressenti un de ces drames cruels, terribles, qui ne se jouent pas en public. Quoique le public en voit les acteurs tous les jours. Une de ces sanglantes comédies, comme disait Pascal, mais représentée à huis clos, derrière une toile de manœuvre, le rideau de la vie privée, de l'intimité. Ce qui sort de ces drames cachés, étouffés, que j'appellerais presque à transpiration rentrée, et plus sinistre, et d'un effet plus poignant sur l'imagination et sur le souvenir que si le drame tout entier s'était déroulé sous vos yeux. Ce qu'on ne sait pas centuple l'impression de ce qu'on sait. Me trompais-je? Mais je me figure que l'enfer, vu par un soupirail, devrait être plus effrayant que si d'un seul et planant regard on pouvait l'embrasser tout entier. Empêche les mamans de nous dire ces atroces histoires qui font frémir. Oh, je me tairai si vous le voulez, mademoiselle Sibylle. Sibylle n'a pas la prétention, que je sache, d'imposer silence à mes amis. Si elle a peur, elle a la ressource de ceux qui ont peur. Elle a la fuite. Elle peut s'en aller. Eh bien, comptez. Tenez, voyez, nous écoutons tous. J'étais élevé en province. Oh. Mon père habitait près d'une petite ville, bon, qu'on reconnaîtra. Quand j'aurais dit qu'elle est, ou du moins qu'elle était, dans ce temps, la plus profondément et la plus férocement aristocratique de France. Hors de son sein, cette noblesse pure, comme l'eau des roches, ne voyait personne. Comment voulez-vous, disait-il, que nous voyions tous ces bourgeois dont les pères ont donné des assiettes aux nôtres? Ils se voyaient donc entre eux et ne voyaient qu'eux. Et quelques Anglais. Car les Anglais étaient attirés par cette petite ville qui leur rappelait certains endroits de leur comté. Ils l'aimaient pour son silence, pour sa tenue rigide, pour l'élévation froide de ses habitudes. Ici, la démarcation était si profonde, si épaisse, si infranchissable entre ce qui était noble et ce qui ne l'était pas, que toute lutte entre la noblesse et la rupture était impossible. La seule chose
qui eut, oh, je ne dirais pas la physionomie d'une passion, mais enfin qui ressembla à du mouvement, à du désir, à de l'intensité de sensation. Dans cette société singulière où les jeunes filles avaient 80 ans d'ennui, dans leurs âmes limpides et introublées, c'était le jeu, la dernière passion des âmes usées. Le whist, qu'ils avaient jeté pour le combler dans l'abîme sans fond de leurs jours vides. Ainsi, chez Madame de Beaumont, il y avait la partie du marquis de Saint-Alban, qui était l'événement de chaque journée. C'est à vous. Monsieur Hartford est en retard, Madame de Beaumont. Et chez vous? Pas d'étonnant, mon cher docteur. Il est anglais. Mais c'est un joueur de la grande espèce. Saint-Alban lui pardonnerait les plus éminentes vertus. Oui. Pour un mot qu'il répète sans cesse. Le premier bonheur est de gagner au jeu. Le second est d'y perdre. Ah, c'est à vous. Docteur, c'est un peu inattendu. Mon jeu est assez faible. Puis-je reprendre des cartes? Votre faiblesse me convient, jouez ainsi. Je joue Faro. Carole à tout. Herminie du Tremblay de Stasville, vous dormez? Je m'ennuie, Ernestine. Vous êtes chez ma mère. Monsieur Hartford! Je suis en retard. Me permettrez-vous cependant de vous présenter un Écossais de mes amis, Monsieur Marmor de Carcoel, qui m'est tombé à la manière d'une bombe pendant mon dîner. Oui. Et qui est le meilleur joueur de whist des Trois Royaumes. Certainement. Comtesse du Tremblay de Stasville. Madame. Honneur. Honneur. Honneur sur honneur. Slam, 10 fiches. Regardez, Ernestine, comme cet Écossais donne. C'est la difficulté vaincue dans le mauvais ton. Le mauvais ton est vainqueur.
Dur jugement pour une si jeune demoiselle. Mais avoir bon ton et plus pour cette jolie tête-là que d'avoir l'esprit de Voltaire. Honneur sur honneur. Elle aura manqué sa destinée, mademoiselle de Beaumont. Elle mourra de ne pas avoir été la camerera mayor d'une reine d'Espagne. Slam, 10 fiches, plus 4 fiches de robe rose. Monsieur le Marquis. Tout à l'heure. Madame la Comtesse. Non. Un verre d'eau, je vous prie. Se fait tard. Slave, 10 fiches. Mais c'est le dieu du slam que ce Carcoel. Arrangez-vous pour qu'il ne nous quitte pas de sitôt. Je le retiendrai. Quel beau parti. Veuve, des enfants élevés, des yeux admirables, la bouche très belle. Tu des fois la taille, mais peu remarquable. Et qui est beaucoup couvert par la vue de 80 000 livres de rente. Heureusement, l'amant que pourrait avoir Madame de Beaumont serait aveugle. Le saviez-vous? Sur ma parole, c'est bien ce que vous dites, cette comtesse de Stassville. Ah, vous l'avez connue. Eh bien, vous savez, vicomte, si je surfais d'un mot la vérité. C'est calqué à la vitre votre portrait. Je l'ai connue à peu près du temps de votre histoire. Elle venait à Paris tous les hivers pour quelques jours. Je la rencontrais chez la princesse de Courtenay, dont elle était un peu parente. C'était de l'esprit servi dans sa glace. Une femme froide à vous faire tousser. Excepté ces quelques jours passés par hiver à Paris, la vie de la comtesse du Tremblay de Stassville était réglée comme le papier de cette ennuyeuse musique qu'on appelle l'existence d'une femme comme il faut, en province. Et Marmor de Carcoel? Oh, son séjour dura plusieurs années. Pardon de vous avoir interrompu. Je n'y ai point pris garde. La comtesse était 6 mois de l'année au fond de son hôtel. Et pendant les 6 autres mois, elle troquait ce fond d'hôtel pour un fond de château dans une belle terre qu'elle avait à quelques lieues de là. Jamais de spa, de plombière, de Pyrénées. On ne la voyait point aux eaux. En province, quand une femme seule va prendre les eaux si loin, que ne croit-on pas? Que ne soupçonne-t-on pas? Merci, mon bon Marcel. Madame la comtesse est bien souffrante? Non, elle est de la race des animaux assemblants. Vous êtes bien discret, docteur. Je ne la vois pas malade. Dieu vous entende. Nous sommes bien bêtes de nous donner un tel tintouin
pour savoir ce qu'il y a dans le fond de l'âme de cette femme. Probablement, il n'y a rien.
C'est monsieur de Kercoel. Et tout à fait infatigable. Il joue du matin au soir. Et du soir au matin. Quand on a des opinions courantes, il faut les laisser courir. La première qualité féminine est l'amitié. Les amitiés des femmes sont des pelotes dans lesquelles elles piquent leurs aiguilles. Ou encore de ces jolies coupes d'agate ou de bronze que l'on met sur les cheminées et qu'on appelle, je crois, des vides-poches. Renoncez, c'est plus sage. Ces femmes-là sont comme des draperies. Il faut les attacher avec des clous et des marteaux. Après les blessures, ce que les femmes font le mieux, c'est de la charpie.
Cette odeur est insupportable. Quelle passion soudaine Madame de Tremblay a-t-elle pour ces fleurs? Je n'en sais rien. Mais dites-moi, je ne vois jamais Monsieur de Carcoel au château de Stasville. Docteur, dans notre société, où chacun plonge dans la vie de tous, on ne saurait prendre trop de précautions contre les inductions faciles à faire de ce qu'on voit à ce qu'on ne voit pas. La comtesse de Stasville les prend, en n'invitant jamais Marmore en son château et en ne le recevant ici à la ville que fort publiquement. Vous avez raison. Enfin, peut-être. Comment peut-être? Vous êtes son docteur. Elle est veuve, Herminie est charmante. Que veut dire ce peut-être? Rien. Vous souvenez-vous quand Monsieur de Carcoel est arrivé? Il y a 4 ans. Si peu. Madame? Les enfants nous consolent de tous les chagrins, en attendant les épouvantables qu'ils ne manqueront pas de nous donner. Le croyez-vous vraiment, madame? De tout mon cœur. Jouerons-nous au whist ce soir? Monsieur de Carcoel, vous ne pensez qu'au jeu. Aimer les petites choses, c'est aimer les petites gens. Fort bien, madame. Je jouerai donc ailleurs. Avec votre permission. Faites comme vous l'entendez. Retournez à vos communs ou au diable, à votre goût. Madame. Quelle surprise. Voici. Je n'en crois pas un mot. Je ne voudrais pas vous contredire, madame. Mais la science, qui est la médecine, exige une grande rigueur. Dans une société comme celle de Valor, Oui. il est très difficile de trouver des gens réceptifs. Mon Dieu. Qui sait? Il y avait peut-être en tout cela du bonheur pour elle. Si l'on jetait, docteur, sur la comtesse de Stasville l'un de ces bons regards physiologiques, comme vous en avez, vous autres médecins, et que les moralistes devraient vous emprunter, à la voir, on ne pouvait douter qu'elle ne fût, en femme, une de ces organisations comme on en voit dans tous les règnes de la nature, qui, de préférence ou d'instinct, recherche le fond au lieu de la surface des choses.
un de ces êtres destinés à des cohabitations occultes, aimant le mystère jusqu'au mensonge. Et le mensonge pour le mensonge, comme on aime l'art pour l'art, comme les Polonais aiment les batailles. Vous le croyez, n'est-ce pas? Et moi aussi. Je suis convaincu que pour certaines âmes, il y a le bonheur de l'imposture. Il y a une effroyable mais enivrante félicité dans l'idée qu'on ment et qu'on trompe, et dans la pensée qu'on se sait seul, soi-même, et qu'on joue à la société une comédie dont elle est dupe et dont on rembourse les frais de mise en scène par toutes les voluptés du mépris. Mais c'est affreux ce que vous dites là. Oui, c'est affreux. Mais est-ce vrai? Les natures, au cœur sur la main, ne se font pas l'idée des jouissances solitaires de l'hypocrisie. De ceux qui vivent et peuvent respirer la tête placée dans un masque. Mais quand on y pense, ne comprend-on pas que leur sensation est réellement la profondeur enflammée de l'enfer? Or, l'enfer, c'est le ciel, en creux. Le mot diabolique ou divin, appliqué jusqu'à l'intensité des jouissances, exprime la même chose. C'est-à-dire des sensations qui vont jusqu'au surnaturel. Madame de Stasseville était-elle de cette race d'âme? Je ne l'accuse ni ne la justifie. Oui, le roman était à cette vie correcte, irréprochable, réglée, moqueuse, froide jusqu'à la maladie où l'esprit semblait tout et l'âme rien. Il y était et la rongeait sous les apparences et la renommée.
Comme les vers qui seraient au cadavre d'un homme avant qu'il ne fût expiré. Oh, quelle abominable comparaison! Ma pauvre Sibylle avait raison tout à l'heure de ne pas vouloir de votre histoire. Va vite te coucher. Bonsoir, maman. Décidément, vous avez un vilain genre d'imagination ce soir. Voulez-vous que je m'arrête? Par exemple, est-ce que nous pouvons maintenant rester l'attention en l'air avec une moitié d'histoire? Ça serait trop fatigant. Et désappointant en plus. Ne serait-ce pas comme si un coiffeur, après vous avoir rasé un côté du visage, fermait tranquillement son rasoir et vous signifiait qu'il lui est impossible d'aller plus loin? Je reprends donc. J'étais dans le salon de Madame de Stasseville, et quoique ce fût un jour solennel, la fête du roi, une Saint-Louis, toujours grandement fêtée par ces ultras de l'émigration, qui avaient inventé le mot mystique de l'amour pur, vive le roi quand même. On ne faisait dans ce salon rien de plus que ce qu'on y faisait tous les jours, on y jouait. Je vous demande bien pardon de vous parler de moi, c'est d'assez mauvais goût, mais il le faut. J'étais un jeune homme encore. Cependant, grâce à une éducation exceptionnelle, je soupçonnais plus des passions du monde qu'on en soupçonne d'ordinaire à l'âge que j'avais. J'étais donc chez Madame de Stasseville. Madame de Givre. Pardon? Enfin, Madame de Stasseville ne saura jamais quel impérieux vouloir elle porte dans son sein de neige fondue, et sur lequel, au moral, tout glisse comme sur le plus dur mamelon des glaces polaires. Eh, qu'est-ce qui brille? Et qu'est-ce qui tousse? C'est mon diamant. Et c'est ma fille. Mon Dieu, comme il est beau, votre diamant, madame. Jamais je ne l'avais vu étinceler comme ce soir. Il forcerait les plus myopes à le remarquer. Voulez-vous me permettre? Tiens. Le soleil, peut-être. Où avez-vous pris cette affreuse toux, ma chère enfant? Je ne sais pas, monsieur le marquis. Peut-être à me promener le soir dans les bois de Stasseville. Que diable faites-vous là? N'approchez pas, restez où vous êtes. Vous me feriez trembler la main. Ce que je fais est plus difficile et plus dangereux que de tirer avec un pistolet qui pourrait crever. Depuis quand vous occupez-vous de chimie? Et sont-ce des ressources contre les pertes au whist que vous composez? Je ne compose rien. Ce qui est là-dedans est une ressource contre tout. C'est le jeu de cartes biseauté avec lequel on est sûr de gagner la dernière partie contre le destin. Quelle espèce de poison?
Ah, c'est le plus admirable des poisons indiens. Le respirer peut être mortel. Et de quelque manière qu'on l'absorbe, s'il ne tue pas immédiatement, vous ne perdez rien pour attendre. Son effet est aussi sûr qu'il est caché. Il attaque lentement, presque languissamment, mais infailliblement la vie dans ses sources. En les pénétrant et en développant au fond des organes sur lesquels il se jette de ces maladies connues de tous et dont les symptômes, familiers à la science, dépayseraient le soupçon et répondraient à l'accusation d'empoisonnement. Si une telle accusation pouvait exister. On dit aux Indes que les fakirs mendiants le composent avec des substances extrêmement rares que seuls connaissent et qu'on ne trouve que sur les plateaux du Tibet. Il dissout les liens de la vie plus qu'il ne les rompt. Si vous saviez ce que j'ai risqué pour obtenir ce flacon d'une femme qui disait m'aimer. J'ai un ami, comme moi, officier dans l'armée anglaise, et revenu, comme moi, des Indes, où il a passé 7 ans. Il a cherché ce poison avec le désir furieux d'une fantaisie anglaise. Et plus tard, quand vous aurez vécu davantage, vous comprendrez ce que c'est. Il n'a jamais pu en trouver. De désespoir, il m'a écrit d'Angleterre et il m'a envoyé une de ses bagues en me suppliant d'y verser quelques gouttes de ce nectar de la mort. Voilà ce que je faisais quand vous êtes entré.
En fin de compte, qu'y avait-il dans tout cela qui fut de nature à m'émouvoir si fort et à se graver dans ma mémoire comme une eau forte, car le temps n'a pas effacé un seul des linéaments de cette scène. Tout cela m'est resté. Et vous allez comprendre pourquoi. Je quittai mon pays, et ce fut par les lettres de mes parents que j'appris la mort de mademoiselle Herminie de Stasville. Oh. Victime d'une maladie de langueur, dont personne ne s'était douté qu'à la dernière extrémité, et quand la maladie avait été incurable. Je n'osais pas faire une seule question sur la perte soudaine de cette jeune fille, j'y pensais d'une manière trop tragique pour en parler à qui que ce fût. Revenu chez moi, après quelques années d'absence, mon premier soin fut de demander ce qu'était devenu M. Marmor de Carcoel. On me dit qu'il était retourné dans son pays, aux Indes, sur un ordre de son gouvernement. La personne qui me dit cela était le chevalier de Tarsis. Et Madame du Tremblay de Stasville? Vous saviez donc quelque chose? Mais non. Non, je ne savais rien. Elle est morte de la poitrine, comme sa fille. 1 mois après le départ de ce diable de Marmor de Carcoel. Pourquoi cette date? Pourquoi me parlez-vous de Marmor de Carcoel? C'est dans la vérité que vous ne savez rien. Eh bien, mon cher, il paraît qu'elle était sa maîtresse. Du moins, l'a-t-on fait entendre ici quand on en parlait à voix basse. À présent, on n'ose plus en parler. C'était une hypocrite de premier ordre que cette comtesse. Elle était comme on est blonde ou brune, elle était née cela. Aussi pratiquait-elle le mensonge au point d'en faire une vérité, tant elle était simple et naturelle, sans effort et sans affectation en tout. À travers une habileté si profonde qu'on n'a su que depuis bien peu de temps que c'en était une. Il a transpiré des bruits, bientôt étouffés par la terreur qui les transmettait. À les entendre, cet Écossais qui n'aimait que les cartes n'a pas été seulement l'amant de la comtesse. Laquelle ne le recevait jamais chez elle à la campagne comme tout le monde. Et, mauvaise comme le démon, lui campait son épigramme comme à pas un de nous quand l'occasion s'en présentait. Mon Dieu, ceci ne serait rien s'il n'y avait que cela. Et le billet, dit-on, que le dieu du slam avait fait slam toute la famille. Cette pauvre Herminie l'adorait en silence. Mademoiselle Ernestine de Beaumont vous le dira si vous voulez. C'était comme une fatalité. Lui, l'aimait-il? Aimait-il la mère? Les aimait-il toutes les deux? Ne les aimait-il ni l'une ni l'autre? Trouvait-il seulement la mère bonne pour entretenir sa mise au jeu? Qui sait? Ici, l'histoire est fort obscure. Tout ce qu'on certifie, c'est que la mère, dont l'âme était aussi sèche que le corps, s'était prise d'une haine pour sa fille qui n'a pas peu contribué à la faire mourir.
On dit cela. Mais qui peut le savoir? Carcoel n'était pas un fat. Ce n'est pas lui qui se serait permis des confidences. On n'a jamais rien pu savoir de sa vie. Il n'aurait pas commencé d'être confiant ou indiscret à propos de la comtesse de Stasville. Non. Les deux hypocrites faisaient la paire. Il est parti comme il est venu, sans qu'aucun de nous ait pu dire il était autre chose qu'un joueur. Mais, si parfaite de ton et de tenue que fut dans le monde l'irréprochable comtesse, les femmes de chambre pour lesquelles il n'est point d'héroïne ont raconté qu'elle s'enfermait avec sa fille et qu'après de longues heures de tête-à-tête, elles en sortaient plus pâles l'une que l'autre, mais la fille toujours davantage, et les yeux abîmés de pleurs. Et vous n'avez pas d'autres détails et d'autres certitudes, chevalier. Et vous n'ignorez pas que ce sont des propos de femmes de chambre. On en saurait probablement davantage par mademoiselle de Beaumont. Mademoiselle de Beaumont détestait la comtesse. Aussi la survivante ne parle-t-elle de la morte qu'avec des yeux imprécatoires et des réticences perfides. Il est sûr qu'elle veut faire croire les choses les plus atroces. Et qu'elle n'en sait qu'une, qui ne l'est pas. L'amour d'Herminie pour Carcoel. Ce n'est pas savoir grand-chose, chevalier. Si l'on savait toutes les confidences que se font les jeunes filles entre elles, on mettrait sur le compte de l'amour la première rêverie venue. Or, vous avouerez qu'un homme comme ce Carcoel avait bien tout ce qui fait rêver. C'est vrai. Mais on a plus que des confidences de jeunes filles. On a assez remarqué dans notre société que Madame de Stasville, qui n'avait jamais rien aimé, pas plus les fleurs que tout le reste, car je défie de pouvoir dire qu'elles étaient les goûts de cette femme-là, portait toujours vers la fin de sa vie un bouquet de résédas à sa ceinture. Et qu'en jouant au whist, elle en rompait les tiges pour les mâchonner. Si bien qu'un jour, mademoiselle de Beaumont demanda à Herminie depuis quand sa mère était herbivore. Je m'en souviens. Eh bien, comme vous le savez, ces résédas venaient d'une magnifique jardinière que madame de Stasville avait dans son salon. Oh! Le temps n'était plus où les odeurs lui faisaient mal. On avait failli la tuer avec un bouquet de tubéreuses quand Herminie est née, nous contait-elle langoureusement. À présent, elle les aimait, les recherchait avec fureur. Son salon asphyxiait comme une serre dont on n'a pas encore soulevé les vitrages à midi. À cause de cela, 2 ou 3 femmes n'allaient plus chez elle. C'était là des changements, mais on les expliquait par la maladie, par les nerfs. Une fois morte, il a fallu fermer son salon. On a voulu mettre ses beaux résidents en pleine terre. Et on a trouvé dans la caisse, devinez quoi? Le cadavre d'un enfant qui avait vécu. D'où venait cet enfant? De qui était-il? Était-il mort de mort naturelle? L'avait-on tué? Qui l'avait tué? Voilà ce qu'il était impossible de savoir.
Et ce qui fait faire, mais bien bas, des suppositions épouvantables. Vous avez raison, chevalier. Ce sera toujours un mystère. Et même qu'il sera bon d'épaissir jusqu'au jour où l'on n'en soufflera plus un seul mot. En effet, il n'y a que deux êtres au monde qui savent réellement ce qu'il en est. Et il n'est pas probable qu'ils le publient. L'un est ce Marmor de Carcoel parti pour les Grandes Indes. La malle pleine de l'or qu'il nous a gagné. On ne le reverra jamais. L'autre. L'autre? L'autre. Il y a encore moins de danger pour l'autre. C'est le confesseur de la comtesse. Vous savez, ce gros abbé de Truden, qu'ils ont par parenthèse nommé dernièrement au siège de Bayeux. Chevalier, vous êtes trompé. Cette femme, naturellement cachée, que vous appelez hypocrite, parce qu'elle a mis une énergique volonté par-dessus ses passions. Peut-être pour en redoubler l'orageux bonheur. Cette femme est morte comme elle a vécu. La voix du prêtre s'est brisée contre cette nature impénétrable qui a emporté son secret. Si le repentir le lui eût fait verser dans le cœur du ministre de la miséricorde éternelle, on n'aurait rien trouvé dans la jardinière du salon. Quel aimable dessous de cartes ont vos parties de whist. C'est très vrai ce que vous disiez. À moitié montré, il fait plus d'impression que si l'on avait retourné toutes les cartes et que l'on eût vu tout ce qu'il y avait dans le jeu. C'est le fantastique de la réalité. Il en est également de la musique et de la vie. Ce qui fait l'expression de l'une et de l'autre, ce sont les silences, bien plus que les accords. Vous m'avez gâté des fleurs que j'aimais. Voilà qui est fini. Je ne porterai plus de réséda.
De qui est l'enfant? Qui aimait surtout Marmore? La mère ou la jeune fille? Mais les aimait-il? A-t-il empoisonné les deux? A-t-il empoisonné la mère pour la punir d'avoir tué lentement sa fille? S'est-elle empoisonnée de désespoir, à défaut de remords, après le départ de Marmore? Autant de questions sans réponse absolument sûre, comme dans l'existence.